Bonjour, bienvenue dans l'atelier librairie, le livre voyageur, atelier librairie animé par Fabienne Roch et Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 19 décembre 2017 et aujourd'hui, je vous parle de ceci. Petit manuel du parfait aventurier de Pierre-Marc Orland, publié aux éditions La Sirène. Cet exemplaire est autographié. Voilà. Et je le destine à un client qui est un féru de littérature, qui adore Pierre-Marc Orland. Alors, dès que je déniche un ouvrage rare, numéroté, sur beau papier de Pierre-Marc Orland, je lui propose. Ou encore, il aime beaucoup André-Pierre de Mandiargue aussi. Et donc, j'allais porter ce livre-là à la librairie, et j'en ai lu des passages. Et là, ça m'a émoustillé. Et avant de le vendre, je me suis dit que j'en ferais une petite vidéo. Et avant surtout de le garder. Parce que les livres qui me plaisent, il me plaît celui-là, eh bien, je n'ai qu'une seule envie, c'est de les conserver. C'est comme ça que je me suis retrouvé avec une bibliothèque, une assez belle bibliothèque de 25 000 livres, comme vous le savez, et il a suffi d'une seule phrase, happé au vol, pour enclencher des rêveries incroyables, qui font que, rêveries incroyables, ouais, cette capacité de rêver, qui fait que je me retrouve aujourd'hui dans cet atelier. Vous voyez les œuvres qui sont là? Ce sont les œuvres de Fabienne Roch, mon épouse. Et ce projet-là, l'atelier librairie, c'est une sorte de rêve à deux, non pas de folie à deux, parce que un couple qui vit la folie à deux, c'est un couple malheureux. Nous, on n'est pas dans un délire malheureux, on est dans une joie quasi permanente. Et l'amour fou, eh ben, nous guérit de l'amour malheureux. L'extraordinaire aventure du couple. Hein. Pour moi, la vraie révolution, elle est celle du couple, qui est à réinventer parce que par tout ce qui se passe, hein, vous le savez, je n'ai pas besoin de vous. Les réseaux sociaux, le magasinage de l'amour, la possibilité qu'on laisse toujours les trucs ouverts, les couples liquides, hein, disait Zygmunt Bauman, des couples où les engagements se refont, se défont, mais par ailleurs, il ne faut pas non plus être engagé. Il ne faut pas être non plus être prisonnier d'engagements qui ne tiennent plus la route. Il faut être très vigilant dans notre vie amoureuse. Alors, je vais vous lire 2 pages, peut-être 3, parce que j'ai constaté qu'il y avait un chapitre consacré à l'érotisme. Je suis bien curieux de savoir ce qu'en dit Pierre-Marc Orland. Un aventurier passif ne conservera sa qualité qu'en se nourrissant abondamment de la substance merveilleuse que l'on trouve dans les livres. On peut affirmer que les livres des grands classiques, qui presque tous sont le reflet général des sentiments communs à une époque, ne valent rien pour notre âme. C'est à côté, dans la littérature reflétant les inquiétudes, parfois poétiques, des écrivains sans gloire, que l'on trouve les principes nécessaires à l'entretien de cette grande inquiétude qui fait de l'aventurier passif un homme comparable à un paralytique qui réciterait 100 fois par jour l'invitation au voyage. Certains auteurs contemporains renferment dans leurs œuvres les erreurs les plus les erreurs qui serviront à maintenir l'aventurier passif dans un bel état d'exaltation littéraire. Je citerai Guillaume Apollinaire, dont la boutique en désordre contenait une infinité d'objets précieux voisinant avec des nez. André Salmon, qui écrivit Pricase, le seul roman d'aventure sur la Révolution russe. Mac Jacob, dont les associations d'idées sont merveilleuses quand on connaît le mot qui déclencha le jeu des rouages de l'intelligence. Ces livres sont remarquables et essentiels par je ne sais quoi d'inachevé, cultivé avec art et qui procure au lecteur toutes les audaces secrètes
D'autres sont assistés, qui ferment la porte sur leurs livres, mais dont la force est contagieuse. Je ne citerai que les Français, Pierre Mille, Gilbert de Voisin, Bernard Combette, John-Antoine No, qui surent dominer l'exotisme en lui imposant leur personnalité. Et Jules Romain doit être ajouté à ces deux listes, de même que Fernand Fleuret, dont le Louvigné du désert est un aventurier recourant à l'occasion au mystère du Blesquin. À part ces livres et d'autres dont les mots ne sont pas présents à ma mémoire, mais qui appartiennent à la littérature, l'aventurier passif pourra collectionner des ouvrages qui, pour n'être pas l'œuvre d'écrivains de grande valeur, n'en sont pas moins importants. L'aventurier passif devra consacrer quelques heures de son temps à l'étude des documents argotiques appartenant à toutes les races. C'est une forme de l'érudition qui n'est pas sans charme, comme nous l'avons dit déjà dans un chapitre précédent. François Villon, considéré ainsi qu'un aventurier, n'est réalisable qu'à l'aide des documents de Dijon donnant les premiers éléments du Jobelin. Quelques mots pris dans la déposition de Pierre Ney Le Fournier permirent à Pierre d'Alem d'écrire un admirable roman, La Passion de Maître François Villon. Prenez par exemple ce sonnet qui est de Claude le Petit, poète de 23 ans, étranglé et brûlé en place de grève pour un poème impie. Ami, on a brûlé le malheureux Chausson, ce coquin si fameux à la tête frisée. Sa vertu par sa mort s'est immortalisée, jamais on n'expira de plus noble façon. Il chanta d'un air gai la lugubre chanson, et vêtit sans pâlir la chemise empesée. Et du bûcher ardent de la pile embrasée, il regarda la mort sans crainte et sans frisson. En vain son confesseur lui prêcha dans la flamme, le crucifix en main, de songer à son âme, couché sous le poteau, quand le feu l'eut vaincu, l'infâme vers le ciel tourna sa croupe immonde, et pour mourir enfin comme il l'avait vécu, il montra le vilain son cul à tout le monde. Ce poème, en dépit de sa fin, est émouvant. Claude le Petit devait quelques années plus tard subir le même sort. Il s'agit là d'un certain Chausson, commis à l'hôtel des Fermes du Roi et sodomiste notoire. Que l'on estime pour notre aventurier les éléments nécessaires à son art, il y a Chausson avec sa tête frisée, le petit café où il rencontrait ses victimes et 2 ou 3 beaux esprits. Tout un milieu de bohème littéraire avec, pour terminer le mystère, un supplice particulièrement prestigieux. Quel roman, quelle aventure! Il ne faut pas oublier que notre aventurier passif est un romancier à peu près conscient. Oui, parce que Pierre-Marc Corland distingue l'aventurier actif, l'aventurier passif. Vous aurez compris que moi, j'appartiens à la catégorie des aventuriers passifs. Est-ce que je vous lis le passage sur l'érotisme? Moi, je vais vous lire ce passage-là pour vous donner une petite idée de l'esprit iconoclaste, singulier, délinquant de Pierre-Marc Corland. On les aime, ces petits maîtres. De l'érotisme. Il est de bon ton, pour la plupart des romans d'aventure, de négliger, ou plus exactement, de passer sous silence ce reflet de la vie intérieure des aventuriers. Cette omission regrettable tient dans ce fait qu'en France, comme en Angleterre, le roman d'aventure signifie improprement ouvrage didactique spécialement écrit pour les enfants. Ce joli genre est ainsi disqualifié. Il suffit à un écrivain d'être lu par les enfants et les collégiens pour entrer dans la bande, à peu près anonyme,
des nourrices sèches universitaires. Cette disgrâce est toutefois compensée par un tirage imposant, et ce résultat peut être considéré comme un dictame merveilleux pour les blessures d'amour-propre. L'aventurier passif doit inviter les femmes, et non les moins belles, à mettre les pieds sur les îles désertes pour naufrager du sexe mâle. Les femmes n'apparaissent jamais dans ces îles, comme peuvent en témoigner la majorité des romans d'aventure. On doit supposer qu'elles se montrent peu désireuses d'entrer en contact avec des individus démunis de vêtements et peut-être de préjugés. Parmi les trésors de quincaillerie dont les vaisseaux naufragés regorgent, il ne se rencontre jamais de femmes. Et pourtant, sans faire du roman d'aventure une œuvre philosophique, dans la manière de Thérèse philosophe, il serait aisé de considérer leur présence sur une terre aride et déserte comme un présent de la munificence de Dieu. L'aventurier passif, afin de ne point tomber dans cette erreur, gardera dans le coin le plus secret de sa mémoire un enfer de livres soigneusement choisis. L'érotisme est une des bases du roman d'aventure. Il ne doit certes point dominer le sujet, mais apparaître çà et là comme la trame d'un vêtement usé apparaît par place. Un roman d'aventure est toujours comme un vêtement un peu usé. L'étoffe n'en est pas neuve, ne peut être neuve, puisque l'aventure a disparu de nos conditions d'existence. L'aventurier passif vit en contact étroit avec le passé. Les aventures modernes sont chimiques, explosives et stupidement collectives. Aucune de ces qualités ne peut prétendre à retenir l'intérêt d'un homme de bien. Un détail érotique dans une estampe permet, tout en le négligeant, d'animer une figure de fille et de donner au livre son atmosphère, même si la réalisation s'éloigne totalement du point de départ de l'œuvre en composition. André de Nercia, dans ses livres galants, fait comprendre la Révolution française avec plus d'émotion que M. Thiers, par exemple. Un romancier qui s'est resté un homme à travers un livre ne peut pas négliger ce sujet, et davantage encore dans le roman d'aventure que dans nos romans nationaux dits d'adultère, où l'érotisme ne dépasse jamais le fétichisme des amateurs de lingerie. L'utilisation des documents érotiques demande beaucoup de tact de la part de celui qui en fait usage. Les Allemands excellent dans cet emploi en les mêlant harmonieusement à l'héritage fantastique des vieux conteurs tels Achim d'Arnim. Tel est le cas de M. Ewers, l'auteur de cette étonnante mandragore. Répétons-le, il ne faut pas exagérer. C'est une question de mesure. Une jeune femme qui, pour suivre la mode, raccourcirait sa jupe jusqu'aux proportions d'une ceinture ne se singulariserait que par sa stupidité. L'érotisme dans le roman d'aventure doit être sournois et toujours traduit avec une grande honnêteté, particulièrement dans le choix des mots. D'ailleurs, l'érotisme n'est pas dans les mots, mais dans l'atmosphère du roman, qualité indéfinissable qui, à elle seule, donne au livre une valeur d'art. Tous les gens bien pensants en cette matière seront d'accord pour estimer que le sujet d'un roman d'aventure a moins d'importance que la forme. Il ne faudrait jamais faire d'un aventurier un homosexuel, cela pour ne pas rompre un préjugé qui veut qu'un individu de mœurs efféminées ne puisse agir courageusement. Ce vice n'a rien à voir cependant avec le courage physique qui toujours aboutit au mépris de la mort. Ouais. Ben voilà. Petit manuel du parfait aventurier de Pierre-Marc Orland, que demain, cette fois-ci, je vais aller déposer à ma librairie afin que cet amateur de Pierre-Marc Orland puisse
en disposer. Je vous remercie d'être avec moi. Vous connaissez la suite. Abonnez-vous à ma chaîne, la deuxième chaîne. La première est close, alors je ne peux plus rien retirer, je ne peux plus rien commenter. Je ne peux plus supprimer aucune vidéo. Je dois assumer jusqu'au bout d'avoir commis plus d'1 millier de vidéos et d'avoir dit un certain nombre de sottises, mais tellement de traces au fond, j'ai laissé tellement de traces qu'au fond on ne voit plus aucune trace. À force d'avoir emprunté plein de pistes, je les ai toutes brouillées. Alors je vous remercie d'être moi, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez également nous rendre visite à cet atelier librairie, le livre voyageur, au 2319 rue Bélanger à Montréal. Le numéro de téléphone, c'est le même, 514-736-0999. Et vous pouvez également aller visiter ma page personnelle Facebook où, en 2 classements de livres, il me vient quelques aphorismes que je m'empresse, dis-je, de partager avec quelques amateurs. Merci, portez-vous bien et bonne journée à tous.